Non, Oui. le député là, c'est un pion. Lui, laissez le député à faire de député. C'est un pion. Et je dis, pour vous dire en toute franchise, moi je pense que c'est un pion bien utilisé par Eric Rouleté. C'est Eric Rouleté qui tient ce pion-là. Et il l'utilise tellement de manière intelligente. C'est qu'il y a de l'intelligence politique là. C'est que c'est tellement fin. Parce que lui-même, il a donné son parrainage. C'est tellement fin. C'est ça la politique. Et ça là, tout au monde doit l'enseigner à nos enfants. À la place d'Eric Rouleté, je pourrais faire pareil. Pourquoi? Qu'elle vous souvienne que en 2021, Eric Rouleté, d'abord avant 2021, Eric Rouleté était déjà avec Yahibouni depuis. Il était, au début, il était membre fondateur des démocrates. Discipliné. Il avait toutes les raisons de rejoindre la mouvance. Il est resté constant. Discipliné. Et ce monsieur, en 2021, on est là. On voulait faire ils ont créé une coalition de résistance, front de l'opposition. Et puis, on devait choisir un candidat dans le front. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce sont les démocrates qui se sont désolidarisés. Pourquoi? Parce que Rikiat Madougou est venu. Rikiat Madougou, Eric Rouleté pouvait décider de prendre, de dire, ah, je veux être le président, le candidat. Mais il s'est sacrifié. Rikiat Madougou est venu. Normalement, c'était Joël Aïvo qui devait être choisi au sein de la résistance, c'est-à-dire du front commun de tous les partis de l'opposition. Ils avaient fait un front commun. Et à la dernière minute, les démocrates ont trahi ce front-là. Parce que Rikiat Madougou est venu. Rikiat Madougou a pris la tête des démocrates. Et Joël Aïvo, pour continuer son truc-là, il est resté avec Moïse Kérékou, bien, je pense que ça doit être Moïse Kérékou. Et pourtant, Eric Rouleté n'a rien dit. Les frustrations ont commencé il y a longtemps. Rikia était parti avec Patrick Djivon. Mais voilà, exactement. Les frustrations ont commencé dans ce parti il y a longtemps. Quand on a un parti politique, moi je suis le cadre, je travaille pour le parti, je fais tout, je me réveille nuit et jour, je reçois tout, je reçois les injures, les humiliations. Et que chaque fois à la veille des élections, c'est qu'un proche du président, Yahibouni, qui va se lever, qui va venir avec avec son lobby et on l'impose au parti. Comme si moi je n'ai pas d'ambition politique. Mais un parti politique aussi, il faut savoir comment on appelle, il faut savoir encourager et faire la promotion des personnes qui sont fidèles et qui sont disciplinées dans le parti. Sinon, à quoi, qu'est-ce que moi je gagne en tant que vice-président, en tant que membre du parti, à travailler pendant que d'autres dorment, à être au front, à recevoir les coups. Pendant que l'autre parti me fait des propositions très alléchantes et que je reste discipliné, je reste dans le parti, je gagne quoi? Quand des gens, à la veille, vont se lever et venir pour dire qu'ils veulent être candidats. Regardez par exemple l'exemple de NDSS. Je vous donne l'exemple. Quand je parle, les gens vont penser que j'ai quelque chose contre lui, mais c'est une analyse politique. Comment quelqu'un comme NDSS, lui, qui est membre fondateur, qui a toujours refusé des responsabilités dans le parti. On lui a proposé des responsabilités dans le bureau. Il a dit non, je ne veux pas de responsabilités. Pendant que les autres, eux, ils ont pris des responsabilités, ils se sacrifient pour le parti. Et lui, il reste, il attend la veille des élections et il rassemble quelques clés sur les réseaux sociaux et il commence par parler de lui. Et bon, on veut l'imposer. Alors qu'il y a des gens là qui travaillent et qui sont restés disciplinés et qui pouvaient faire la même chose que lui. Imaginez que Eric Rouleté aussi voulait monter un lobby sur les réseaux sociaux pour qu'on parle de lui, aller intervenir dans des journaux sans prendre l'avis du parti, de manière unilatérale, juste pour se faire une publicité, pour que son nom soit connu et tout. Imaginez que Eric Rouleté aussi commence par faire ça. Imaginez que Agbodio aussi commence par faire ça. Agbodio aussi est resté discipliné. C'est un monsieur que j'ai déjà apprécié. Pourtant, il avait une très belle qualité d'orateur. Il avait de bonnes qualités. La seule fois qu'il est sorti, qu'il a fait un débat avec le porte-parole, vous avez vu? Vous avez vu comment il était bon?
Donc, quand ces gens-là sacrifient leur discipline, leur liberté pour le parti, c'est quoi leur récompense finalement? Si quelqu'un d'autre, on doit venir finalement, on dit, bon, le président a imposé telle personne. S'il n'y a pas, si on ne met pas au sein du parti des règles pour l'ascension de chacun, pour la promotion de chacun, par rapport à l'ancienneté, par rapport à comment la personne se donne au parti, par rapport à son fief, par rapport à comment il travaille. Si on ne met pas en place ces règles, et que c'est le patron qui vient, le chef suprême qui vient, et qui dit, bon, finalement, c'est telle personne qu'on va prendre pour nous représenter. Monsieur le Même si vous avez votre entreprise et vous gérez vos collaborateurs comme ça, il y aura problème. Je pense que c'est toi qui gères le panel. Hein. Moi, j'ai quelques questions aux Russes. Si Oui, nous permet. je vous écoute. D'accord. Je pense que le spectateur a été toujours meilleur que le footballeur. Hein. Je pense que quand on reste sur les pelouses... C'est-à-dire? Oui, je viens, monsieur Loris. Quand on reste sur les pelouses, on peut bel et bien penser tout ce que nous voulons. Mais quand je prends les partis, les démocrates, bon, je sais que vous êtes en train de faire l'apologie de Eric Onleté. Non, je ne fais l'apologie de personne. Moi, je ne suis pas proche, je ne le connais même pas. Hein. Moi, je fais une analyse politique qui n'a rien à voir avec Eric Onleté. D'accord. Ah, non, mais est-ce que les conditions d'éligibilité du parti, est-ce que vous les maîtrisez? C'est-à-dire, tous les 34 candidats qui ont déposé leurs 25 millions, déposé chacun leur dossier, est-ce que, c'est-à-dire les conditions pour être élu? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour être élu. Oui, monsieur Arnaud. C'est ça que j'ai demandé tout à l'heure. Quelles sont les conditions là, non? Est-ce que nous voulons ici que monsieur Arnaud, dites-nous, c'est quoi les conditions? Parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi on a choisi Maître Agbojo. Je viens. Oui. Moi, je ne maîtrise pas. C'est-à-dire, au sein de leur parti, je ne sais pas. Non, je viens. Moi, j'ai les conditions d'éligibilité devant moi. D'accord. Quelles sont les conditions d'éligibilité? Je veux bien que vous éclairez l'antenne à nous tous qui sommes ici. Écoutez, moi, je ne veux pas faire cet exercice maintenant. Peut-être que je vais vous donner rendez-vous dans mon live. Peut-être demain ou après-demain pour ça. Ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? Dans les conditions d'éligibilité, il n'y a aucune condition qui interdit l'auto-parrainage. En fait, moi, je suis en train de faire une analyse. Le problème d'auto-parrainage, c'est ça qui crée tout. Et dans la tête de Eric Onleté et dans la tête des partisans de Eric Onleté, ils pensent que c'est un problème qui a été inventé à la dernière minute pour les disqualifier. Et que c'était mesquin. Ils n'ont pas pensé qu'on les a battus de manière normale, régulière. Si c'était une règle qui était imposée depuis le début, et on sait que voilà les conditions pour être candidat du parti, et je sais que chacun d'eux a déjà connaissance des règles, et chacun va travailler pour respecter les règles, et faire son lobby pour que, à la dernière minute, gagner. Maintenant, lorsque on met en place une condition comme ça et que tout le monde fait le challenge et que finalement quelqu'un gagne, c'est normal que l'autre puisse reconnaître le gagnant. Mais si on sent que il y a un coup bas et que ce coup bas, ça vient de l'arbitre, c'est-à-dire le chef, le grand frère qui devrait en réalité unir tout le monde, si ça vient de l'arbitre ou bien d'un poulain de l'arbitre, les autres aussi vont mettre coup bas. Et c'est ça. Moi, j'ai dit dès le début que cette affaire d'auto-parrainage qui a été soulevée par les gens à la dernière minute, pourquoi ils n'ont pas soulevé ça très tôt? Pourquoi ils n'ont pas écrit à la Cour constitutionnelle très tôt? Et que c'est à la dernière minute, on soulève. Or, même, comment on appelle, le directeur de la Sénat, le représentant de la Sénat a été interrogé à l'Assemblée nationale, au Parlement, où il a dit qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et qu'on évoque ce problème juste pour disqualifier quelqu'un à la dernière minute, quelqu'un qui a travaillé et qui sait que, bon, il est sûr d'avoir coché toutes les cases des conditions. Il est sûr. Moi, c'est une analyse. Je suis sûr qu'il était sûr que j'ai coché toutes les cases et que je serai le meilleur élève. Parce que j'ai travaillé pour ça. Parce que j'ai travaillé pendant des années pour ça. Et que, à la dernière minute, là, je suis le meilleur élève. Et qu'on invoque
une affaire d'auto-parrainage qui n'a rien à voir, juste pour le disqualifier. Monsieur le Russe, ça je viens encore. Mettez-vous à sa place. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous savez que le premier dans la classe échoue au bac? Pardon? Le premier. C'est-à-dire le premier qui maîtrise toutes les matières, qui a toujours pris du 9, échoue à l'examen national. Oui, mais le premier échoue à l'examen. Je viens. Monsieur Russe. Oui. Et que le dernier réussit. Non, ce n'est pas. Vous savez. Cette analogie, attendez, je vais vous expliquer. Ce n'est pas la même analogie. Ok. Au bac, on vous donne, au bac là, on vous donne les mêmes épreuves, vous composez. Et tu sais que tu as travaillé, tu vas réussir, tu as ta moyenne. Maintenant, si on vient à la salle, alors que toi tu as ta carte, tu as tout, et puis tu veux composer. Et on vient dans la salle pour dire à les gens qui sont premiers là, qui ont déjà la moyenne, qui ont déjà 17 de moyenne en classe là, ne vont plus composer parce que eux, leur niveau est déjà trop, ils ne vont plus composer. Et on t'enlève, on ne te permet même pas de composer. Mais il y a un problème. Parce que là, le fait de soulever l'affaire de l'auto-parrainage, c'est qu'il n'aura même pas la possibilité de composer. Il est disqualifié d'office. C'est une disqualification qui ne dit pas son nom. Non, mais soyons francs. Pardon. Mettez-vous à sa place. Il n'a pas composé. Il n'a pas eu le droit de composer. D'accord. Donc ça veut dire que parmi les 34 candidats, parce que je sais que ceux que tous les Béninois voyaient, c'était un duo de NDSS et Éric Mouleté. Donc si je comprends bien, ça veut dire que NDSS aussi, c'est-à-dire a été aussi disqualifié au même titre que Éric Mouleté. Parce que aujourd'hui, NDSS n'a pas été disqualifié. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Allez-y. Je vous dis, LDSS a composé, mais il ne cochait pas toutes les cases. En fait, il n'avait pas les performances. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, d'abord, LDSS, il a quel fief? Il a quel. C'est où son fief? Est-ce que vous avez lu les conditions pour être là? Il y a beaucoup de conditions qui ne. Moi, quand j'ai lu les conditions, je sais que bon, le gars là ne peut pas cocher ces cases là. D'accord. Mais est-ce que il n'a jamais été élu, il n'a pas de fief, il n'a rien de tout ça. Russe, est-ce que vous savez que dans tous les, je prends tous les 28 députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, si on enlève Yahi au milieu d'eux, aucun d'entre eux ne peut être à l'Assemblée? Non, mais Éric Mouleté était déjà à l'Assemblée avant Yahi. Non, Éric Mouleté était à l'Assemblée avant Yahi, mais je parle actuellement du gouvernement, c'est-à-dire de la gestion du Patrice Talon pour ces 10 ans-là. C'est-à-dire, est-ce qu'en 2023, en tout cas moi, quand j'allais aux élections, puisque moi j'ai été tête de liste du parti MPL, je le répète, parce que j'ai battu campagne. Je n'ai pas vu ce que les démocrates ont fait à Cotonou. Je n'ai pas vu. Mais bon, le peuple les a préférés. Non, je viens. Monsieur Russe, vous me laissez terminer s'il vous plaît. Le peuple les a préférés. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comme vous avez su bien le dire, c'est-à-dire, on leur a dit prenez 28 députés parce qu'ils en avaient plus. Et ça, c'est-à-dire, je suis d'accord avec vous. Donc ça signifie quoi? Parce que quand je vous entends parler, vous avez dit que c'est l'arbitre. Mais cet arbitre-là, rappelons que cet arbitre a été vraiment un meilleur metteur en scène. Parce que le peuple a voté aveuglement. Le peuple a voté Yahi et non les démocrates. Le peuple a voté Yahi et non les démocrates. Aujourd'hui, quand le veuille pas, dis-nous qui aujourd'hui a pris le parrainage et s'enfuit. On est d'accord. Mais lui là, si on enlève le nom Yahi ou démocrate là, est-ce qu'il peut être à l'Assemblée nationale? J'aimerais bien que vous regardiez aussi ce côté-là pour pouvoir parler. Je peux vous répondre? Oui, allons-y, monsieur le riche. Merci. D'abord, je profite pour dire à monsieur Dylan que vous avez totalement raison de dire que Agbodjo aussi n'a pas de fief. Vous voyez? Agbodjo aussi. Si on ira, bon, vous allez m'amener à Talon avec quel fief quand il venait en 2016? Oh là là. Talon avec quel fief? Attendez, je ne parle pas de fief. Quand je parle de fief là, c'est parce que dans les conditions que le parti LD même
a mis en place, il y a ça. Il y a ces conditions dedans. Ils ont parlé de, il faut avoir un ancrage dans une région de, c'est-à-dire que tu as un ancrage, tu as un fief, c'est-à-dire, et où on sait que tu es influent dans ce, c'est dans les conditions. Allez lire les conditions. Et le russe, parlons même d'Éric là. Eric là, à quel fief? Dis-moi. Attendez. Alors les gars, finalement, donc c'est juste sa tête est l'un plaît. Tu vois qu'est-ce qui a motivé alors les tu vois que heureusement que vous savez très bien que ici, moi je ne suis pas. Moi j'aimerais bien que affaire de fief là, on laisse ça. Attends qu'il finisse, Arnaud. D'accord. Ok. Ton micro est fort quoi. Quand tu parles là, tu domines tout. Alors, je te disais tout à l'heure que, affaire de fief, Agbodio aussi n'a pas de fief. Mais Eric n'est pas camarade de Agbodio, n'est pas camarade de NDSS, n'est pas camarade de beaucoup de personnes là, avant. N'oubliez pas que Eric a été l'un des opposants farouches de Yahi Boni. Il était à l'Assemblée. Il n'a pas attendu Yahi Boni pour être à l'Assemblée. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience politique. On ne peut pas dire que on a voté pour Yahi Boni. Non, c'est faux. Ceux qui ont voté démocrate là, les gens ont sanctionné Patrice Talon. Ils n'ont pas voté pour Yahi Boni. C'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui étaient contre Yahi Boni quand Yahi Boni était au pouvoir, qui sont aujourd'hui obligés de voter pour démocrate parce que on veut sanctionner Patrice Talon. Vous pensez que tous ceux qui parlent sur les panels, qui veulent que les démocrates gagnent là, vous pensez que c'est pour Yahi Boni? Non, c'est faux. Beaucoup veulent voter contre Talon parce qu'on ne veut plus la tête de Talon, on ne veut plus le régime là. Donc comme beaucoup ont voté aussi contre Yahi en 2016, malgré qu'il a pleuré. Écoutez, vous savez comment le peuple béninois fonctionne. Quand ils détestent quelqu'un, ils essaient de chercher une figure qui va faire mal à la personne et prendre cette figure pour sanctionner l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de voter pour cette figure. Vous pensez que les gens, en votant pour Patrice Talon en 2016, les gens voulaient réellement Patrice Talon? Les gens voulaient punir Yahi Boni en 2016. C'était un vote sanction. Donc, ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, sous démocrate, ce n'est pas forcément Yahi Boni. Ce sont des gens dont les gens qui sont là parce que le peuple ne veut sanctionner Patrice Talon. Donc, ne dites plus que les députés qui sont là n'ont pas autant de... Non. Il y a des gens qui sont dans démocrate qui ont vraiment leur place à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas attendu Yahi Boni pour être député. Ils n'ont pas attendu FCBE. Si c'était un député, si Éric Moudeté était souvent député sur la liste FCBE, je peux comprendre que vous dites que non, c'est Yahi Boni qui a fait Éric Moudeté. Non. Éric Moudeté n'a pas attendu Yahi Boni. Il a été l'opposant de Yahi Boni. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience politique. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Maintenant, vous avez parlé de Yahi Boni. C'est lui le grand frère, c'est lui le chef du parti. Oui. Mais quand tu es grand et tu veux vouloir gérer, il faut gérer avec diplomatie. Sinon, c'est ce qui arrive. Tu vas frustrer tes collaborateurs. Tu vas frustrer ceux qui sont autour de toi. Parce que si tu es un père de famille et que moi, je suis ton enfant, je suis toujours avec toi, je travaille avec toi, dans la pluie, partout. Pendant qu'il y a des enfants gâtés qui sont là en train de jouer, qui ne font rien, tu dis non, mon petit, allons, on va travailler. Ça va aller. Tu es bon. Et tu m'encourages. Et je vois que j'ai l'amour de mon papa. Parce qu'il voit ce que je fais. Et qu'au final, on préfère les enfants de la 25e heure, on crée un critère farfelu pour me disqualifier. On ne me permet même pas de composer. D'office, on me disqualifie d'office. Écoutez, mettez-vous à la place de cette personne. Surtout que, regardez son âge. Regardez son âge. Contrairement aux jeunes là, même si ces jeunes là ne vont pas aux élections aujourd'hui, ils ont encore du temps pour aller aux élections. Donc, moi je ne parle pas pour qu'on puisse amener les lignes de terrain. Moi je fais juste une analyse pour dire que voilà d'où peuvent sortir les frustrations. Les frustrations peuvent venir de là et ce sont des frustrations légitimes. Et ces frustrations sont le fruit, le produit du système partisan et du code électoral que les démocrates eux-mêmes ont accepté pour aller aux élections. C'est ça. Sinon, si c'était ailleurs, Éric Moudeté allait déjà porter candidat de manière libre. Sans forcément avoir la variation. Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut parler rapidement aussi? Oui, vas-y. Je pense que je t'ai répondu. Je suis d'accord, mais je pense que cette analyse que tu viens de faire est profonde. Mais je vais aller au camp d'en face. Le camp d'en face, ils ont pris Wadaï.
je ne sais pas si en matière politique, ceux qui ont quand même risqué leur vie, comme les Djogbenou et consorts, quand tu parles d'âge, je regarde leur âge par rapport à Roumian Wadaï, mais pourquoi eux n'ont pas fait de défection là-bas? Pourquoi ils sont restés loyaux? Qu'on se dise la vérité, c'est pas une question de Yaïboni, mais moi je pense que c'est une question de personne et d'intérêt. Parce que aujourd'hui là, l'exemple que le Russe a pris, mon frère, je le comprends. Excuse-moi de te couper, mais ne faisons pas semblant d'être sourd ou bien d'être malvoyant ou bien de ne pas voir les choses, s'il te plaît, parce que je n'ai pas envie d'utiliser de gros mots. Yaïboni était au pouvoir, non? Il a imposé Sissou, non? Qui a parlé? Vous pensez que les partenaires politiques de Yaïboni étaient d'accord pour Sissou? Mais beaucoup ont parlé. Parce qu'en son temps, je te rappelle rapidement, hein, en son temps, quand il a imposé Sissou, il y a eu les démissions en cascade. J'ai dit bien qu'il y a eu les démissions en cascade qui ont rallié très rapidement l'autre rang. J'ai dit ça, je m'arrête là. Mais est-ce que ça a empêché Sissou, ça a empêché Yaïboni d'imposer Sissou et que Sissou aille aux élections? Est-ce qu'il y a eu problème? Mais c'est l'échec qu'il a eu. Et c'est pourquoi moi je salue Patrice Talon. Le président, pardon. Aujourd'hui, Patrice Talon a imposé Roumian Wadaï. Je viens d'expliquer. Quelqu'un a posé la même question que toi. Je ne sais pas si tu nous suis depuis. Et je lui ai répondu qu'aujourd'hui, Patrice Talon est au pouvoir. Quand tu es au pouvoir, c'est plus facile pour toi d'imposer quelqu'un. Parce que tu as le pouvoir dans ta main. J'ai donné l'exemple. J'ai dit, imaginez l'instant, quelqu'un comme Roumian Bokor, ou bien c'est Roumian qui s'appelle, non? Bokor. Olivier. Excusez-moi, Olivier Bokor. Quelqu'un comme Olivier Bokor, qui est un ami proche du chef de l'État, qui voulait aussi, parce que il y a forcément une guerre des clans, qui avait aussi des ambitions présidentielles, qui voulait aussi aller aux élections, mais qui s'est retrouvé en prison. Et on connaît la suite. On connaît les chefs d'accusation. Chacun est libre de croire ou pas, ou de voir la manipulation ou pas, la manipulation politique dedans. Mais dites-moi, si Patrice Talon n'était pas au pouvoir, avec tous ceux qui l'entourent, les ténors qui l'entourent là, vous pensez qu'ils vont accepter facilement Roumian Wadaï sans faire exploser le parti ou bien sans aller chacun dans leur sens? Mais non. Mais quand tu es au pouvoir, c'est plus facile d'imposer. C'est ce que je t'explique. C'est plus facile d'imposer. Yaïboni aujourd'hui, si Yaïboni était président, je t'assure, Yaïboni n'allait pas souffrir de parrainage. Les gens peuvent démissionner, peuvent partir, mais son candidat sera maintenu. Ils ne seront pas en train de planifier pour le parrainage. Et je rappelle qu'en 2023, ils ont planifié, hein, mais au final, c'est au tribunal qu'ils ont eu leur récépissé définitif. Donc, tous les coups peuvent être encore joués, hein, monsieur le Russe. Ah non, mais moi tous les coups peuvent être joués. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, je ne fais qu'une analyse. Je ne mets pas de l'émotion dans ce que je dis. Je ne cherche pas à dire que telle personne est mauvaise au détriment de l'autre. Mais moi, j'essaie de comprendre. Vous comprenez? J'essaie de comprendre simplement ce qui peut amener des problèmes chez les démocrates. Surtout que nous, on avait déjà dit que les conditions ne sont pas réunies pour aller à une élection. Ce que vous allez là, on va trop vous tendre de pièges. Vous êtes trop vulnérable pour aller à une élection comme ça. On avait prévenu les démocrates. Vous nous avez insulté dans les commentaires ici, non? Vous avez dit non, jamais on ira aux élections et que votre affaire de résistance là, mais on est tranquille, on vous observe. J'espère que vous n'allez pas revenir nous dire qu'on veut faire résistance. Vous nous avez même traité ici qu'on veut mettre le pays en feu, que nous là, nous sommes on n'est pas démocrates. Vous nous avez traité de tous les noms. Ici. Mais nous, on est tranquille, on vous observe. On attend. On vous avez suivi un peu, quand j'ai parlé, j'ai dit, avec ce qui se passe là, bientôt, ça sera un retour de force vers les résistants. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, s'ils n'ont pas leur parrainage,
ils vont se rallier aux résistants. Même s'ils ont leur parrainage, je pense qu'ils se rallieront aussi toujours aux résistants. Mais attendons de voir. Puisque dans mes propos... On les attend, mais il faut leur dire que chez nous, là, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de Zayabode qui parle. C'est qu'on s'entend sur des fondamentaux et on fait tous la lutte comme ça. Il n'y a pas que quelqu'un va vouloir que tout le monde se mette sous lui. Non. Il n'y a pas ça. On veut s'entendre sur des fondamentaux et on travaille tous, on lutte tous pour ça. Et puis, dès lors qu'on a ça, chacun va rejoindre son parti politique et chacun peut se porter candidat. Et c'est le peuple qui va décider de qui sera son président. C'est simple. Notre logique est implacable et c'est tellement simple à comprendre. Il n'a qu'à venir rapidement rejoindre les rangs de la résistance, bien sûr. Oui, je pense que c'est une vérité, mais aussi, il faudrait aussi que le peuple béninois veut sentir aussi les résistants. Nous voulons sentir les résistants. Non. Vous voulez nous sentir comment? Vous voulez sentir les résistants comment? Oui, parce qu'on ne peut pas être résistant chez soi. Hein. Pour être résistant, là, il faut poser des actes et des actions. Et je pense qu'on est en train d'en arriver là. C'est écrit où que pourquoi vous aussi vous restez là et vous inventez des critères. C'est écrit où que pour être résistant, il faut poser telle action. Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez choisi de ne pas nous écouter. Vous voulez revenir et c'est vous qui voulez imposer les critères pour être résistant. Russo, oui. Pardon, on va écouter un peu. C'est à nous de vous dire qu'on va être résistant, non? Oui, Georgia. Monsieur Allo, il se fait tard, les gens vont s'endormir. Donc, s'il vous plaît, faisons un peu le tour pour voir ceux qui sont encore en éveil. Ok. Par rapport à ça, on va. Kazate encore là. T'es en éveil. Je sais que si c'est pour laver les adomoutons là, tu es chaud. Non, je suis là. Ok. Je vous écoute. Là, en fait, je pense que moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas. Tu n'interviens plus tôt, d'accord. Mais je peux quand même glisser un mot. En fait, la vraie, comment dire, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative que la résistance. Et en fait, si tu veux, ça fait très longtemps qu'on le savait. Mais si on l'avait dit à l'époque, on va dire, ah non, vous n'avez pas exploré les autres alternatives d'abord. Et vous, comme le Russe disait là, vous êtes des va-t-en-guerre, vous voulez brûler le pays et tout ça, machin. Maintenant, aujourd'hui, les gens voient déjà là où les démocrates veulent les amener droit dans le mur. Et au lieu de, on va dire, gagner du temps, un peu de temps, ils vont quand même aller dans le mur d'abord avant de se relever un peu éméchés, fatigués et surtout blessés. Et ils vont venir chez les résistants dans cet état et ils vont même affaiblir les résistants finalement. Ils vont affaiblir la résistance d'une manière ou d'une autre parce qu'ils vont venir avec tout les tares qu'ils auraient acquis dans la lutte, on va dire inutile qu'ils sont en train de faire maintenant pour aller aux élections. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je pense que il n'est jamais tard pour bien faire. Ils vont venir et la seule alternative aujourd'hui, je pense que ce que le président Zanaï a dit est clair. On ne négocie pas avec une dictature, on y résiste, tout simplement. Et maintenant, la résistance, ce n'est pas un parti politique. Il n'y a pas un siège où il faut aller pour aller faire des live TikTok. C'est chacun qui doit se mettre dans la tête que au moment où il faudra qu'ils prennent des actions. C'est de la résistance, c'est personnel. C'est parce que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, avec un système que tu lui résistes. C'est vrai qu'il va falloir avoir des mouvements de groupe. Il va y avoir des moments où il y aura des mots d'ordre qui vont venir, mais c'est pas qu'il y a un leader particulier que tout le monde doit suivre.
qui va être peut-être corrompu et qui va amener les gens aussi encore comme les Yahi font là. Non, c'est aujourd'hui, c'est que n'importe quel leader de son quartier, de sa ville peut organiser sa résistance. Et maintenant, attendre que, voilà, quand il y a un mot d'ordre de groupe collectif, et peut prendre des actions ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre forcément ce mot d'ordre avant de commencer à mener ses propres actions. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que beaucoup vont te dire on ne sent pas on ne sent pas la résistance parce que les Béninois sont habitués au fait que il y a un leader qui doit leur donner de l'argent avant qu'ils ne commencent à faire des actions. Donc ils attendent que le leader les appelle chez lui à la maison pour leur dire bon voilà l'argent sur la table, commencez maintenant à rassembler vos gens, tout ça. Et ils attendent ça de la résistance. Ils attendent ça. C'est pour ça qu'ils sont tout en train de chercher. Mais c'est qui le leader? C'est où le siège? C'est que le mouvement est où? C'est quoi le parti? C'est quoi votre parti politique? Donc à un moment donné, il faut changer cette mentalité là, les gars. Donc voilà. Je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Merci. On va faire un peu le tout pour voir. Arnaud, t'es là? Je suis là. Okay. Non, il y a deux Arnaud. Je voulais voir si le Arnaud d'en haut est là d'abord. Arnaud. Attends, je vais voir. Ok. Si c'est un chiffre. 19, 8, 60. Monsieur Arnaud en haut. C'est celui-ci endormi. Monsieur Nyanyanzi, vous êtes là? Monsieur Nyanyanzi, vous êtes là. Ils se sont endormis, ils se fait tard chez eux. D'accord. Maintenant, mon frère Arnaud, vas-y. Bon, moi je pense que c'est de bonne guerre. Hein. Et honnêtement, Georgia, moi je pense que notre jeunesse a